Bonjour à tous ceux qui se joignent. On va commencer dans un instant. Nous avons sept participants. On va attendre peut-être juste une minute de plus avant de commencer. Bon, alors pour être dans les temps, on va commencer. Bienvenue à tous au webinaire L'éco-conception d'emballage, un levier de transition vers une économie circulaire, présenté par Groupe AGECO et PAC. Donc, je m'appelle Hugues Imbeau-Tétrault, je suis conseiller aux affaires scientifiques chez Groupe AGECO, une firme de Québec et de Montréal en responsabilité d'entreprise et en économie agroalimentaire. Donc, pour ma part, j'ai 10 ans d'expérience en analyse de cycle de vie, plus de 10 ans d'expérience en fait. Et j'ai réalisé plusieurs projets en lien avec l'analyse de cycle de vie et les emballages dans ma carrière, notamment l'analyse de cycle de vie des sacs d'emplettes au Québec, financé par Recyc Québec, déjà en 2016. Et je suis accompagnée dans cette présentation avec Elsa, ma collègue Elsa, et je vais la laisser se présenter. Oui, merci Hugues. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Elsa. Je suis analyste au groupe AGECO depuis bientôt 3 ans. Je suis ingénieure chimique et industrielle de formation. Puis, je me suis spécialisée en analyse du cycle de vie. Puis, depuis que je suis au groupe AGECO, j'ai la chance de pouvoir accompagner des entreprises qui souhaitent mieux comprendre leur impact environnemental, puis pour les accompagner à implanter des stratégies d'éco-conception. Donc, très contente de vous présenter tout ça aujourd'hui. Merci Elsa. Avant de continuer, on va juste préciser par rapport aux questions. Hein, on aime beaucoup avoir des questions. Vous pouvez utiliser la boîte de questions-réponses, donc Q&A, pour soumettre vos questions. On va y répondre à la fin de la présentation, mais n'hésitez pas à en poser. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Il va y avoir du temps pour ça à la fin. Petit mot sur Groupe AGECO. Donc, comme je disais tantôt, là, on œuvre en responsabilité d'entreprise puis en économie agroalimentaire. En responsabilité d'entreprise et en agroalimentaire, on est en tout une trentaine d'experts. Et notre équipe de responsabilité d'entreprise, on se spécialise aussi en agroalimentaire, aussi bâtiment durable et emballage, naturellement. C'est comme on dit, le core business. Et donc, on a réalisé là, à travers les 20 ans d'AGECO, c'est 20 ans cette année, plus de 1000 mandats. Donc, ça nous fait des gens expérimentés pour répondre à vos besoins dans des marchés changeants. Pour ceux qui se connaissent peut-être un peu plus, la portion RE, donc c'est issu de Quantis Canada qui a été acquise par Groupe AGECO en 2015. Donc, voilà pour Groupe AGECO. Maintenant, dans le sujet qui nous intéresse, l'éco-conception, je vais vous parler d'abord d'impact sur l'environnement lié aux emballages. On voit beaucoup dans les médias ou dans les images sur le web, etc., du plastique dans l'environnement. Donc, ça, c'est une des préoccupations importantes là, sur les emballages, importantes pour le public. C'est très visible. Depuis quelques années, là, ça a causé certaines mobilisations auprès des citoyens et des ONG pour sensibiliser la population à l'accumulation de plastique dans l'environnement.
Ça, c'est vraiment, ça a causé des inquiétudes et il y a de la réaction, hein, de la réaction par rapport à ça auprès des gouvernements. Comme on sait, au Canada, là, il y a un projet d'interdire certains plastiques à usage unique. On parle ici, dans la dernière année, là, on parlait plus spécifiquement des sacs de plastique, des pailles, des bâtonnets à mélanger, des anneaux pour canettes, ustensiles de plastique et récipients alimentaires de plastique difficile à recycler. Mais bon, on va avoir plus de détails là-dessus. Là, il devrait y avoir des annonces là, dans les prochains mois sur c'est quoi précisément qui va être banni. Donc, c'est une mesure qui va entrer en vigueur concernant les plastiques, plus concernant les chiffres, hein, parce que bon, c'est quelque chose qui est très visible, mais c'est quoi les chiffres derrière? Bien, c'est très intéressant. Là. Ici, on voit que dans toute l'humanité, depuis le début, depuis le début des plastiques, on a produit 8300 millions de tonnes de plastique. Donc, c'est une quantité assez énorme là, depuis environ 60 ans, même 70 ans. Donc, là-dessus, ce qui est préoccupant, c'est qu'il y a seulement 7 du plastique environ qui a été recyclé. Donc, on parle juste de 500 millions de tonnes sur 8300, donc qui ont été recyclés, puis le 700 qui auraient été incinérés. Donc, pour un total de 4600 millions de tonnes qu'on peut voir ici là, dans le bas en jaune qui ont été jetées. Donc, c'est dur à dire quelle partie s'est retrouvée dans l'environnement et quelle partie se retrouve dans un lieu d'enfouissement bien géré. Mais ça donne les images qu'on voit. Tout ça, donc, c'est une certaine préoccupation, notamment par rapport à la circularité de notre économie. Et ça, je vais y en revenir. Au Canada, hein, parce que les chiffres que je vous ai montrés, c'est pour tout le plastique produit sur toute la planète. En fait, là, on va y aller un petit peu plus précisément, mais au Canada, juste pour vous dire, il y a eu une étude en 2019 là, de Deloitte pour le ministère canadien de l'Environnement. Donc, au Canada, si on regarde tous les plastiques qui sont jetés, bien, 8 sont recyclés. On parle de tous les plastiques. Si on regarde les emballages plus précisément, bien, tous les emballages plastiques jetés, il y a 15 qui sont recyclés. Donc, pourquoi un peu plus? C'est parce que les emballages plastiques comptent pour une grande partie des emballages qui sont jetés. Ils ont tendance à être plus récupérés que d'autres types de plastique. Donc, ça donne une idée à quel point, dans le fond, on est dans une économie linéaire. Hein? Donc, on extrait des ressources, on les transforme, on les consomme, puis on s'en débarrasse, on les envoie à l'enfouissement et il n'y a pas de valorisation, de récupération, de recyclage, etc. Donc, on est dans une économie qui est très linéaire, très peu circulaire. Donc, ici, là, bon, je conseille l'image est un petit peu, peut-être un peu chargée, mais le principe de l'économie circulaire, c'est vraiment d'avoir des boucles de matière. Hein. Donc, les matières résiduelles qui se passent tout au long du cycle de vie d'un produit, bien, ces matières résiduelles-là reviennent dans l'économie et ne sont pas abandonnées dans un lieu d'enfouissement ou même dans l'environnement, tu sais, quand on parle des emballages plastiques. Donc, on a besoin de faire appel beaucoup à repenser notre économie, bien sûr, mais ça fait appel à plusieurs concepts comme l'écologie industrielle, recyclage, c'est sûr, compostage, hein, là, on parle plus pour la nourriture, hein, mais aussi des formes de valorisation, mais aussi réutilisation, réparation, reconditionnement, etc. Donc, plein de stratégies d'économie circulaire qui doivent être mobilisées pour rendre notre économie moins linéaire. Juste pour vous donner une idée, tu sais, là, j'ai parlé des emballages plastiques, qui ne sont pas nécessairement linéaires ou qui participent à notre économie qui est plus linéaire. Bien, juste pour vous donner une idée, en général, hein, au Québec, notre économie serait circulaire qu'à 3,5 %. Donc, encore une fois, je ne parle pas juste des emballages, mais à chaque année, chaque année ou 2 ans, il y a un rapport sur le Circularity Gap en anglais.
ou ici, là, le rapport sur l'indice de circularité de l'économie. Ça se passe pour la planète au complet, puis il y a certaines régions qui font leur rapport régionalisé. Et donc, pour le monde entier, notre économie serait à peu près 8,6 circulaire. Donc, il y a des matériaux en fin de vie qui reviennent dans l'économie à hauteur de 8,5 Puis au Québec, bien, ça serait seulement 3,5 Il y a plusieurs raisons pour expliquer ça, hein, mais notamment, on est une province qui produit beaucoup de ressources naturelles, mais ça montre juste à quel point bien, on doit faire une transition vers la circularité. Et ça donne, ça donne des mesures ou des exemples de, comment dire, des gens qui veulent changer les choses, des compagnies qui veulent rendre leur emballage plus circulaire pour ces raisons-là. Et je donne un tout petit exemple d'emballage de café qui soit en sac d'aluminium, de plastique métallisé plutôt, ou même de cannes de métal. Bien, on peut changer. Il y a des compagnies, là, une compagnie qui a changé plus pour un emballage, bon, ici, carton qui a aussi des défauts. On va le voir là, avec la démarche d'éco-conception, c'est de dealer aussi avec ces défauts-là, mais il y a certains avantages au carton. Et donc, ici, on a un bel exemple d'emballage de café qui, bon, on a remplacé le plastique ou un autre matériau par du carton pour augmenter sa circularité. Comme vous savez, là, les pellicules multimatières ou de plastique en plusieurs sortes de plastique, ça ne se recycle pas très bien. Donc, le carton peut améliorer la recyclabilité de l'emballage. Puis aussi, dans ce cas précis, il y avait une question de logistique en plus. Donc, c'était un autre avantage de faire un changement dans le design de l'emballage. Donc, je ne vais pas y aller plus en détail, mais juste pour dire qu'il y a ça génère des actions, tout ça. Pendant ce temps, il ne faut pas oublier qu'il y a l'urgence climatique. Donc, j'ai parlé des plastiques dans l'environnement, de la circularité ou de l'absence de circularité de notre économie, mais les changements climatiques, c'est urgent. Puis pourquoi j'utilise le mot urgence? Bien, on le voit dans les rapports du GIEC, qui est l'organisme international qui fait état de la situation. Leur dernier rapport, le 6e rapport d'évaluation, est sorti en août dernier et il est sans équivoque, comme on peut voir ici, il est sans équivoque que l'humain a une influence sur le climat, mais plus précisément sur l'atmosphère, l'océan et la Terre. On se dirige vers 2,8 degrés Celsius d'augmentation de la température d'ici 2100, considérant qu'on devrait diviser par 4 nos émissions. Donc, c'est 2,8 d'augmentation si on divise par 4 nos émissions mondiales d'ici 2100. Donc, si on fait juste continuer comme on le fait actuellement, c'est encore plus que ça. Et aussi, il faut se rappeler que l'accord de Paris, maintenant le pacte de Glasgow, c'est le 1,5 On doit limiter l'augmentation à 1,5 qui, malheureusement, est susceptible d'être dépassé d'ici 2040. Donc, le mot urgence, pour certains, c'est peut-être exagéré, mais quand on regarde les chiffres, c'est inquiétant. Juste un mot rapide sur la COP26 qui a eu lieu à peine début novembre. Peut-être ça a fait certains déçus. Il faut se rappeler que, bon, il y a quand même des mesures qui sont de plus en plus sévères. Donc, qu'est-ce qui est sorti de la COP? C'est on avance dans les mesures pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais ce n'est malheureusement pas suffisant pour garder le réchauffement à 1,5 degré. Donc, ça pour dire qu'on doit redoubler nos efforts pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, il n'y a pas juste le plastique qui est important dans l'environnement. Les changements climatiques, c'est absolument, absolument, absolument important. Donc, après vous avoir parlé là, de certains impacts environnementaux, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est comment on priorise la prise d'action pour réduire les impacts des emballages sur l'environnement. C'est assez complexe quand on regarde ça. Il y a plusieurs types d'impacts sur l'environnement. Comment est-ce que mon emballage contribue plus ou moins à ça? Donc, l'éco-conception d'emballage, ça l'offre la vue d'ensemble nécessaire pour bien identifier où se trouvent
les enjeux environnementaux dans la chaîne de valeur de mon emballage et de guider les actions d'atténuation ou les actions pour réduire les impacts de mon emballage. Donc, c'est ça vraiment que ça permet l'éco-conception, puis on va vous en parler plus aujourd'hui. Tout ça dans un marché de l'emballage qui est en grande évolution, notamment à cause des problématiques environnementales dont je vous ai glissé un petit mot dans les diapos précédentes. Les attentes des parties prenantes, que ce soit le public, que ce soit les détaillants, que ce soit les ONG environnementales, que ce soit les gouvernements. Puis, parlant de gouvernement, bien, il y a la responsabilité élargie des producteurs. Il y a une mise à jour, il y a une mise à jour actuellement au Québec, pas juste au Québec, ailleurs aussi au Canada. Il y a eu un webinaire là-dessus de PAC en anglais, je crois. Donc, ça se passe aussi dans d'autres provinces. Donc, ça amène des changements au marché de l'emballage. Puis aussi, bien, les exigences du marché changent, que ce soit vraiment au niveau des attentes de performance, par exemple, attentes de performance de l'emballage pour sa fonction principale, donc de protéger les aliments, de protéger le produit, et donc aussi de permettre au produit de se rendre à destination. Donc, après avoir parlé de tout ça, je vais laisser ma collègue Elsa prendre le contrôle de la présentation, puis elle va nous parler de l'éco-conception plus en détail pour, dans le fond, essayer de résoudre l'énigme de comment réduire les impacts environnementaux de mon emballage. Parfait, merci Hugues. Essayez de résoudre brièvement quand même, parce que ça reste une introduction dans ce webinaire. Donc voilà, je poursuis avec l'éco-conception. Qu'est-ce que c'est? Une définition simplifiée. Pour nous, l'éco-conception d'emballage, c'est une démarche structurée qui se veut alignée avec la stratégie de l'entreprise. Donc, est-ce que... Parfait, ouais, je suis là. Fait que c'est une démarche qui se veut structurée et alignée sur la stratégie de l'entreprise, et c'est une démarche qui vise à réduire les impacts environnementaux d'un emballage sur tout son cycle de vie, tout en maintenant ses fonctions principales, donc de protection et de préservation du produit, de facilité de manutention pour la distribution et le transport, et l'aspect attrayant de l'emballage pour le consommateur. Donc, pouf. Non, ça avance pas. Ah, ça avance, super. Donc, la démarche d'éco-conception, c'est une démarche qui se veut accessible, puis qui se décline en 4 phases, avec des possibilités de communication aux parties prenantes tout au long du processus, que ce soit avec les fournisseurs, les consommateurs, à l'interne de l'entreprise, etc. Puis, c'est une démarche qui commence par un balisage et un cadrage. En deuxième étape, un diagnostic et une évaluation de la situation actuelle. En troisième étape, une exploration des pistes d'éco-conception, pour finir avec une prise de décision, un plan d'action et de suivi. Donc, si on va dans les prochaines slides, je vais dans des exemples pour chacune de ces étapes, et je commence avec le balisage et le cadrage. Excusez-moi, il y a comme un petit décalage entre le moment où j'appuie sur la prochaine slide puis le moment où elle apparaît. OK, parfait. Donc, l'étape de cadrage permet d'identifier les chantiers d'action prioritaires pour mieux définir les objectifs de la démarche d'éco-conception. Donc, dans cet exemple ici, qui est issu d'un rapport de Transparent, donc du rapport Transparent 2020, c'est un rapport qui cartographie les actions prises par certaines grandes entreprises comme Keurig vis-à-vis du plastique. On peut voir dans cet exemple qu'il y a un chantier d'action possible pour le contenu recyclé, donc pour explorer la possibilité d'augmenter le contenu recyclé dans les emballages de Keurig, puis d'explorer des solutions alternatives au polystyrène qui est actuellement difficilement recyclable et recyclé au Québec. Maintenant, il y a des questions importantes qui se posent durant l'étape de balisage et de cadrage. C'est le moment clé pour se poser des questions telles que quelle est la fonction de l'emballage et à quelles caractéristiques du produit emballé est-ce que cet emballage doit répondre. Donc ici, on voit l'exemple de l'emballage de laitue Boston Premium de Mirabel qui a été optimisé en pensant tout au long à la fonction
de préservation du produit, mais aussi son côté attrayant et facile à manipuler pour le consommateur et à empiler, par exemple, lors du transport. Puis vous pourrez avoir plus de détails sur la démarche d'éco-conception sur le site d'Éco-entreprise Québec, comme vous pouvez le voir au bas de la page. Ensuite, la deuxième étape d'une démarche d'éco-conception, c'est de réaliser un diagnostic et une évaluation de la situation actuelle. Pourquoi? Pour pouvoir mesurer le progrès dans le temps. Donc, pour pouvoir prendre notre photo au temps zéro, on utilise un outil, l'analyse du cycle de vie, ou ACV, qui est un outil d'aide à la décision qui va nous permettre de quantifier les impacts environnementaux à chacune des étapes du cycle de vie, de la production de la matière première et de sa mise en forme jusqu'à la production de l'emballage, son utilisation, sa gestion en fin de vie. Puis, l'évaluation des impacts, elle se fait soit en termes d'impact sur les changements climatiques, comme c'est souvent le cas, et de plus en plus l'impact sur la qualité des écosystèmes, la perte de la biodiversité, la consommation des ressources, etc. Donc, ici, c'est un exemple, de résultat issu d'un exercice d'ACV. Donc, à gauche, on voit un exemple de cascade de résultats d'ACV pour une barquette en PET vierge. Donc, le graphique présente les principaux contributeurs aux impacts du cycle de vie donc sur une contribution de 100%. On voit à droite à gauche, donc ce qu'on peut remarquer, c'est que les principaux contributeurs aux émissions ici de GES, de la barquette, sont d'abord l'acquisition et la production des matières premières, et ensuite, donc ce que vous voyez en rouge, et ce que vous voyez en vert, c'est la production donc, de la barquette, donc la transformation en barquette. Puis, ce qu'on peut voir à droite, c'est la comparaison avec l'utilisation de matières recyclées, qui permet de réduire l'empreinte carbone de 69%. Donc, l'ACV permet de dresser le profil environnemental de notre emballage, mais l'ACV nous permet aussi de comparer notre emballage, donc celui qu'on sélectionne, à d'autres emballages sur le marché afin de nous assurer qu'on fait le meilleur choix. Donc, qu'on a un emballage qui conserve sa valeur d'usage tout en présentant moins d'impact sur l'environnement, comme c'est le cas dans cet exemple ici de cascade, où on a différentes solutions d'emballage qui sont comparées à un emballage de PET vierge. Un autre avantage de l'analyse du cycle de vie, c'est cette approche holistique qu'elle permet pour pouvoir mettre en perspective l'impact sur les GES ou sur d'autres types d'enjeux environnementaux. Donc, c'est pour pouvoir mettre en perspective l'impact de l'emballage par rapport à l'impact du produit, comme on peut le voir dans ce graphique-là. Donc, souvent, on va juger l'emballage, on va juger un produit sur son emballage, mais il faut se rappeler que le plus important, c'est de s'assurer que l'emballage protège bien le produit pour éviter le gaspillage alimentaire, car souvent, c'est le produit lui-même qui a le plus d'impact. Donc, voilà, il faut garder en tête qu'on veut minimiser les pertes et le gaspillage alimentaire grâce à un bon emballage. Maintenant, j'arrive à la troisième étape de la démarche d'éco-conception, qui est l'exploration de pistes d'éco-conception. C'est l'étape durant laquelle on va être en train d'explorer des actions ou des initiatives qui permettent soit un approvisionnement en matériaux plus responsable, une conception optimisée et une récupération et un recyclage en fin de vie qui sont facilités. Donc, pour ce faire, on va se poser les bonnes questions pour tenter de déconstruire les fausses bonnes idées, comme par exemple l'idée qu'un emballage noir de viande est plus attrayant pour le consommateur. Ça se peut qu'il le soit vraiment, mais il ne faut pas oublier ou mettre de côté le fait qu'il pose clairement problème lors du tri et du recyclage. Donc, 3 exemples de questions qu'on peut se poser que je vous invite pour lesquelles j'apporte votre attention. Pour les matériaux éco-responsables, donc on va se demander quel est le contenu recyclé maximum possible que je peux aller chercher. Pour la conception optimisée, est-ce que le poids et le volume de l'emballage sont optimisés en fonction de la taille et du poids des produits qu'ils contiennent? Donc, est-ce que j'ai juste assez de matière pour contenir mon produit?
Puis finalement, pour la récupération et le recyclage, est-ce que la récupération est facile? Est-ce que les instructions de tri sont claires pour que si mon emballage contient plusieurs composants, le consommateur sache s'il doit détacher, séparer chacun de ces composants, jeter un d'entre eux à la poubelle, puis l'autre dans le bac de recyclage. Donc, une fois les actions d'éco-conception sélectionnées, donc qu'on s'est posé toutes ces questions, puis qu'on a identifié celles qu'on veut tester, on va vouloir mieux comprendre lesquelles de ces actions ont le plus grand potentiel de réduire l'impact environnemental de l'emballage. Donc, dans cet exemple ici que vous voyez, qui est un exemple fictif, on peut voir que ce serait d'améliorer le ratio masse, ici, il manque un mot, mais c'est masse emballage produit. Donc, c'est-à-dire de réduire la masse de l'emballage pour une même quantité de produit. Un autre exemple d'éco-conception que l'on peut explorer, c'est la réutilisation. Donc, l'exemple qui a fait le tour des médias que vous avez sans doute vu passer, c'est celui de Tim Hortons qui a conçu une tasse réutilisable qui peut être déposée par le consommateur dans un point de collecte. Puis, il est ensuite retourné à un lieu où il est nettoyé, lavé, pour pouvoir être réutilisé. Donc, il reste important de mentionner qu'une ACV est nécessaire pour confirmer que tout le travail de lavage, logistique, transport qui entoure ce modèle-là ne génère pas plus d'impact sur l'environnement que l'utilisation d'une nouvelle tasse complètement neuve. Pour explorer les différentes avenues possibles d'éco-conception, on peut développer des outils tels que ça a été le cas ici pour l'initiative de SPICE, peut-être que vous en avez entendu parler, développée par Quantis pour l'éco-conception d'emballage dans le secteur des cosmétiques. Si on dive into pour voir qu'est-ce qui est possible de faire avec cet outil-là. Ce calculateur permet de documenter l'emballage selon le type de matériau, comme vous voyez à droite de l'écran, le type de processus de conversion, l'emballage secondaire et tertiaire, donc la boîte en carton, par exemple, dans lequel on met notre produit emballé, et la palette qui permet de transporter le produit emballé. Donc, grâce à des outils comme ça, c'est possible de rapidement obtenir des résultats qui sont rigoureux, pour pouvoir identifier les principaux contributeurs, comme vous voyez dans le type de résultat qui est possible de générer, pour pouvoir prioriser les actions à prendre. Puis pour votre information, nous avons développé ce genre d'outil avec Éco-entreprise Québec, qui permet de communiquer les bénéfices de votre démarche d'éco-conception, que je montre d'ailleurs à la slide juste après. Donc, si on regarde au tout haut les 4 étapes de la démarche d'éco-conception, on est rendu à la fin où on a exploré toutes les avenues possibles d'éco-conception, puis il faut prendre une décision. Donc, une fois l'étape d'exploration terminée, on choisit à quoi va ressembler notre emballage final, on implémente la solution pour pouvoir la mettre en marché. Il faut s'assurer de pouvoir faire un suivi dans le temps sur les améliorations possibles à venir pour tenter au mieux que la démarche d'éco-conception soit vraiment un processus d'amélioration continue plutôt que ponctuelle une seule fois. Donc ici, on vous présente un exemple récent d'éco-conception d'un emballage de métro que vous avez peut-être aussi vu passer sur LinkedIn puis sur les réseaux sociaux. Puis c'est l'amélioration du système d'emballage des sacs de croustilles. La masse de la caisse qui contient les sacs de chips a été réduite en optimisant les dimensions, ce qui a permis de mettre plus de boîtes sur une palette et donc au total de pouvoir transporter 240 caisses additionnelles par camion. Donc, entre autres, les bénéfices qui ont découlé de cette démarche sont une réduction des émissions de GES et de la quantité de matériaux utilisés. Et donc, vous voyez par cet exemple que ça a été possible pour Métro de communiquer sur ces améliorations d'emballage à ses parties prenantes. Donc, tout ça, ça m'amène à souligner l'importance de la communication environnementale. Donc, dans cet exemple que vous voyez, qui est tiré d'une étude de PwC en 2021, on déduit un peu l'état d'esprit d'un consommateur canadien moyen. Donc, on voit qu'environ 50% des consommateurs achètent intentionnellement des articles dont l'emballage est réduit ou est écologique. Donc, on se rend compte de l'importance de sensibiliser, de donner le pouvoir aux consommateurs d'agir par l'information et de l'information qui soit transparente et juste sur les emballages que vous aurez réalisés.
Pourquoi je dis transparent, de l'information transparente et juste? Parce qu'il faut, pour bien communiquer, éviter de tomber dans les 7 péchés de l'éco-blanchiment ou du greenwashing ou de la mascarade écologique. Ici, vous voyez les 7 péchés qui sont listés. Mais pour aller dans un peu plus de détails, on vous en présente un qui est le péché de l'imprécision. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est-à-dire une allégation qui est si mal définie ou trop vague qu'il y a de fortes chances que sa signification, soit mal interprétée par les consommateurs. Donc ici, on vous montre l'exemple de naturel. 98% naturally derived all-purpose cleaner. Donc, ce produit est naturel. Mais il faut savoir que oui, l'arsenic, l'uranium, le mercure, le formaldéhyde sont d'origine naturelle et peuvent être toxiques. Donc, faire attention dans le choix des mots ou si on choisit certains mots par rapport à d'autres, amener l'information nécessaire pour qu'il n'y ait pas de confusion chez le consommateur. Ici, on voit un autre exemple. The eco-shaped bottle with 15% less plastic, we can all make a difference. Donc ici, l'utilisation de termes comme éco ou l'affirmation d'une réduction est faite sans référence ou source ou preuve à l'appui. Donc, je pense que ça fait le tour, en bref, des étapes d'une démarche d'éco-conception qui doit permettre, je le rappelle, tout au long du processus, une communication qui soit rigoureuse et transparente aux parties prenantes. Fait que voilà, je vais laisser la parole à Hugues pour faire peut-être un wrap-up, puis ensuite on pourra prendre vos questions. Merci beaucoup, Elsa. Donc, oui, on vous a parlé de plusieurs choses aujourd'hui. Je pense que les messages clés, notamment, c'est bon, pas juste que l'étape d'éco-conception, c'est 4 étapes, mais que, en fait, l'éco-conception, ça permet de tenir compte de l'ensemble des aspects environnementaux reliés aux emballages. Donc, pas juste les gaz à effet de serre, pas juste le taux de recyclabilité ou de recyclage, et pas juste l'aspect des plastiques. Là, donc, ça donne une vue d'ensemble. Puis ça, c'est notamment grâce à l'analyse de cycle de vie qui elle-même donne une vision globale sur les impacts des emballages, sur tout son cycle de vie, sur tout leur cycle de vie. Donc, ça donne les informations nécessaires pour faire de la bonne éco-conception. C'est vraiment la clé de la démarche, c'est d'avoir les informations nécessaires ou utiles. Bon, aussi, l'analyse de vie en général, l'éco-conception va, en lien avec l'économie circulaire, c'est que ça va montrer qu'il y a des bénéfices environnementaux d'un contenu recyclé et d'un recyclage en fin de vie et que ça va donner en fait un incitatif pour plus de circularité. Ça me fait penser, là, j'ai déjà eu cette question-là, donc j'anticipe peut-être un peu la question, mais est-ce qu'un contenu recyclé est mieux qu'un recyclage en fin de vie? Bien, c'est une très, très bonne question. En fait, c'est que l'un ne va pas sans l'autre, parce que pour avoir du contenu recyclé, bien, il faut qu'il y ait des produits qui soient recyclables en fin de vie. Donc, on ne peut pas, c'est pas un ou l'autre. Idéalement, on aurait les deux, mais il y en a un sur lequel on a un petit peu plus de contrôle d'habitude comme entreprise, donc sur le contenu recyclé. Mais oui, idéalement, il faudrait avoir un produit qui est à fort contenu recyclé et en même temps qu'il soit bien recyclable en fin de vie. Pour cette raison-là, on ne peut pas dissocier les deux, en fait. Et finalement, par rapport aux derniers aspects qu'Elsa mentionnait, c'est que l'éco-conception, c'est une démarche structurée, sérieuse et accessible aux entreprises qui amène de la crédibilité à la communication environnementale. Donc, on a donné des contre-exemples, mais quand on fait de l'éco-conception, on va communiquer des bénéfices comme plusieurs entreprises qui sont même là aujourd'hui. Et l'éco-conception donne une très bonne crédibilité à cette communication-là sur les bénéfices d'un emballage. Donc, c'est très positif. Donc, ça fait pas mal le tour des messages qu'on voulait vous dire aujourd'hui. Le dernier message, en fait, c'est qu'il y a un cours que Elsa, moi et deux de mes collègues, Juliane Chaillet et Bastien Roux, on donne un cours fin janvier, donc les 26 et 27 janvier. Donc, si je ne me trompe pas, c'est un lundi et un mardi. Toute la journée, c'est 4 heures, c'est 4 fois 2 heures. Et donc, ça s'inscrit dans les cours PAC et c'est pour
aller plus en détail sur les concepts qui sont sous-jacents à l'éco-conception, donc l'optimisation des emballages, le développement durable et l'économie circulaire. Donc, j'espère qu'on vous a donné le goût de suivre notre cours et vous pouvez vous inscrire là, au lien que vous voyez ici où vous allez seulement sur PAC.global dans la section événements. Donc, vous allez tomber tout de suite là, sur le cours qu'on va donner en janvier. Donc, ça fait le tour de la présentation pour nous. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On peut passer maintenant aux questions. Donc, n'hésitez pas à en poser. J'en vois une là en ce moment. Donc, je vais y aller tout de suite là, avec. C'est une très, très bonne question. On entend souvent parler de que 9 ou 8,6 des plastiques sont circulaires. Mentionnez ici que 7 auraient été recyclés au niveau mondial. Pouvez-vous expliquer ou nuancer ces données? Donc, d'abord, peut-être que je vais juste revenir à ma... Désolée, je vais peut-être donner un petit peu la nausée, mais je vais revenir à la diapo qui en parlait, en fait. Oui, donc, ce ne sera pas long, je vais y arriver. Voilà. Donc, ici, mais d'abord, précisément par rapport à cette étude-là, c'est qu'on dit qu'en effet, bien même, donc oui, au Canada, on dit que environ 9 du plastique est circulaire. Dans cette étude-là précise. Pourquoi ici, c'est 8 en fait, c'est que c'est... je n'ai pas pris le même chiffre parce qu'en fait, le 8 c'est la quantité qui est réellement recyclée parce qu'il y a des pertes tout au long du processus de tri et de recyclage. Et donc, le 9 on parle plus de plastique qui est récupéré versus le plastique qui est recyclé. Donc, c'est pour ça que le pourcentage qui est ici est un peu plus bas. Voici. Donc, j'espère que ça répond à votre question. C'est vraiment juste une question de où est-ce qu'on se trouve là, dans la chaîne là, de transformation ou de la transformation pour ce qui est du recyclage. Donc, ça reste pas très élevé. C'est l'amélioration par rapport à ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part des participants? Je n'en vois pas d'autres. Est-ce que je vais voir dans le chat? Oui, d'ailleurs, vous allez voir apparaître un sondage sur comment vous avez apprécié la présentation. Donc, on vous invite à le remplir. Hein, ça nous aide beaucoup à nous améliorer. Et voilà, donc merci de remplir ce questionnaire. Puis, ben, je ne vois pas de questions dans le chat, donc je pense que ça fait plaisir pour la réponse à la question. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut peut-être attendre juste quelques minutes. Est-ce que Elsa, tu avais quelque chose à Non, rajouter? je voulais juste dire merci Hugues, merci pour votre attention. Puis s'il y a des questions qui surviennent dans les prochaines heures, les prochains jours, n'hésitez pas à nous faire signe. Sur le site internet d'AGECO, vous trouverez nos contacts. Puis pour toute autre question ou si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous faire signe. Ça nous fera plaisir de répondre à vos questions. Super, mais justement, on en a une autre. Juste avant d'y répondre, Elsa, tu amènes un bon point pour nos courriels. Bien, moi, j'ai un nom très long, donc mon adresse est simplifiée, c'est Hugues, H-U-G-U-E-S, à commercial, groupe AGECO, en un mot.ca. Donc, Elsa, c'est elsa.moawad@groupeageco.ca, donc n'hésitez pas à nous écrire. Et la question qui s'est rajoutée, donc, est-ce que l'allègement est préférable au changement de matériaux comme, à exemple, du café que vous avez mentionné? C'est une très bonne question parce que chaque matériau a qu'est-ce qu'on appelle une intensité, plus on parle juste des changements climatiques, hein, il y a bien d'autres aspects environnementaux, mais pour simplifier peut-être la réponse, si on regarde les changements climatiques, étant donné que chaque matériau a une empreinte carbone ou une intensité carbone différente, ça pourrait être l'un ou l'autre. Je dirais qu'en général, l'allègement, c'est très
c'est une bonne mesure parce que des fois, quand on change de matériau, ça peut vouloir dire d'utiliser plus de matériaux. Donc, même si par kilogramme, on a moins d'impact sur les émissions GES, on a moins d'émissions GES, peut-être ça va nous prendre plus de matériaux pour avoir l'équivalent. Donc, il faut faire attention à ça quand on change de matériaux. Et ça, c'est clairement quelque chose qu'on regarde dans l'analyse de cycle de vie parce que l'analyse de cycle de vie, bien, dans l'éco-conception, on regarde la fonction. Donc, on regarde toujours une substitution de matériaux pour obtenir la même fonction de l'emballage. Donc, je dirais là vraiment de façon très, très, très générale, hein, l'allègement, c'est bien, mais ça se peut que substituer un matériau, ça soit mieux, mais faire attention là, aux quantités de matériaux dont on a besoin pour avoir une fonction équivalente. Donc, j'espère que ça a répondu à la question. Elsa, est-ce que tu as... Non, c'est exactement ça que je voulais dire. Je voulais juste rajouter que c'est utiliser des pouches, par exemple, le problème, c'est leur recyclabilité. Donc, on essaie de tenir compte de la réalité actuelle de tri et de recyclage de ces matériaux-là. Puis, dans la mesure du possible, on essaie de mettre en marché des emballages qui peuvent réellement être recyclés, mais on garde en tête que changer de matériaux, ça peut entraîner, comme Hugues le disait, une augmentation des impacts de GES à cause de la masse qui est plus élevée. Fait que c'est juste un commentaire à garder en Oui, tête. c'est justement un commentaire là, qui vient de rentrer, c'est qu'on dit, les sachets autoportants, qu'il faut dire, sont plus légers. Oui, absolument. Puis, comme tantôt je disais, quand on a vu l'exemple du carton, hein, le carton a ses défauts, a ses avantages et ses défauts. Il ne faut vraiment pas juste se limiter à la recyclabilité. Donc, c'est de voir, OK, bien, si je remplace mon sachet autoportant en plastique, est-ce que la conservation de mon produit va être équivalente? Parce que, veut pas, les sachets sont les multicouches sont très efficaces pour la conservation. Donc, si on fait un trade-off ou un compromis trop grand pour dire, OK, bien, on utilise un autre matériau qui est peut-être plus recyclable, bien, mais on perd en conservation. C'est peut-être une fausse bonne idée, en fait, comme disait Elsa là, durant la présentation, durant une des diapos. Donc, il faut faire très attention à ces aspects-là. Donc, oui, le plastique, hein, on peut diminuer l'utilisation, mais il faut faire attention. Des fois, ça peut être le meilleur matériau, là, malgré tout. Les changements de type d'emballage peuvent avoir des effets disruptifs sur certaines industries connexes, oui. Lorsque le changement provient d'un gros joueur comme Amazon, disponibilité des matières, absolument. Puis ça, on le voit hein, dans le recyclé, là, le contenu recyclé. Puis je sais qu'il y a des gens de Cascade là, ici, là, ils en savent quelque chose. Souvent, c'est pas qu'on ne veut pas utiliser de contenu recyclé, mais c'est quelque chose qui n'est pas bien disponible. Puis ça amène nécessairement des gros défis au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Donc, oui, au-delà de juste regarder l'impact environnemental par emballage, bien, il faut tenir en compte de ces potentielles disruptions ou chambranlements dans l'industrie, dans le marché. Et ça, les étapes que Elsa vous a montrées permettent de se poser la question, c'est que c'est vraiment un processus étape par étape qui permet de se poser ces questions-là. Donc, c'est ça la richesse là, de l'éco-conception, c'est de dire, bien, oui, on regarde, on fait un diagnostic de l'impact de l'emballage, mais il faut regarder la fonction, il faut regarder d'autres impacts là, que ça pourrait occasionner. Donc, oui, très bon commentaire. Merci beaucoup. Hugues, si je pourrais juste ajouter, on a rencontré souvent, puis dernièrement, des cas, donc des démarches d'éco-conception où il y a eu un changement de matériaux vers quelque chose qui est plus léger, qui peut, comment dire, qui peut être mieux recyclé.
Euh, Là, j'ai un blanc sur c'est quoi que je voulais dire. Ah oui, donc c'est que parfois, parfois, il y a des choix qu'on doit prendre, puis c'est pas nécessairement, donc disons, le choix, c'est de rester avec notre solution en plastique ou une solution en fait, où il y a dû y avoir un compromis, donc où il y a peut-être des consommateurs qui vont rester non satisfaits, des parties prenantes, etc. Puis je voulais juste apporter un commentaire sur l'importance de communiquer dans ces cas-là pour sensibiliser. Parce que le consommateur, si on lui explique que ben, nous, on choisit telle solution parce que X, Y, Z, il est plus sensibilisé, puis il comprend mieux le geste qu'il doit faire par la suite. Donc, c'est juste pour dire que la communication, elle peut aider à contourner certaines insatisfactions, puis amener de la rigueur et de la transparence à la démarche que vous aurez entreprise. Oui, puis je pense qu'aussi, l'éco-conception, c'est dans tout ça, là, c'est une démarche qui favorise le décloisonnement aussi. C'est de ne pas juste travailler juste seul, mais de faire intervenir différentes parties prenantes de la chaîne, pour la chaîne de valeur. Bon, évidemment, les détaillants sont pour l'alimentaire ou les détaillants alimentaires sont très importants pour ça, hein, quand on vient de changer un emballage, hein, parce qu'on ne veut pas avoir des conséquences néfastes quand ça vient, quand le produit arrive sur les tablettes. Donc, oui, l'éco-conception peut aider, je crois, là, à décloisonner le processus de conception d'emballage. Donc, voilà. Est-ce qu'on connaît l'impact du lieu d'approvisionnement du contenu recyclé dans un emballage? Donc, quand on utilise du contenu recyclé, on va prendre en compte les impacts du recyclage. Donc, quand on parle de recyclage, normalement, on regarde après le centre de tri. Donc, juste pour vous donner un bon, je ne sais pas si on n'a pas vraiment une image précédente pour ça, mais bon, ça, on parle du post-consommation, hein, parce qu'il y a du post-industriel, mais si on parle de post-consommation, les consommateurs consomment des produits, les emballages s'en vont dans le bac de recyclage, ça s'en va au centre de tri. Et là, en général, quand on regarde les impacts du recyclé, c'est qu'on va considérer, OK, bien, après le centre de tri, la matière, hein, qui a été triée doit être traitée, nettoyée, etc. Elle va être déchiquetée, elle va être ensuite refondue éventuellement pour faire un nouveau produit. Donc, les impacts qui sont rattachés au nettoyage, à la refonte, au transport vont être considérés dans les analyses, l'analyse de cycle de vie de ce genre de matière-là. Il reste que de façon très générale, le recyclé a beaucoup moins d'impact qu'une matière vierge. Si je prends un exemple qui est peut-être un petit peu extrême, l'aluminium, qu'on retrouve dans les emballages là, à cause de les emballages alimentaires, surtout là, à cause de sa barrière à l'oxygène, mais donc c'est un matériau, hein, l'aluminium, qui par kilogramme émet beaucoup de gaz à effet de serre. Puis, mais il y a des propriétés vraiment très intéressantes. L'aluminium recyclé versus l'aluminium primaire, hein, ou vierge, c'est de l'ordre, là on parle de bien, on va passer à un chiffre là, de 95 moins d'énergie que ça prend pour le recycler. Donc, le recycler, on a juste à faire refondre l'aluminium. C'est sûr que c'est plus compliqué que ça, là. Mais comparativement à toutes les étapes de production de l'aluminium, là j'avoue, j'ai vraiment pris un exemple là, à la limite caricatural, hein. Mais l'aluminium primaire, hein, on fait l'alumine d'abord à partir de bauxite, ensuite on fait l'électrolyse. Tout ça, ça consomme beaucoup d'électricité et beaucoup d'électricité qui vient souvent du charbon, hein, parce que la Chine produit beaucoup d'aluminium. Il n'y a pas juste le Québec qui en produit. Mais en plus, l'électrolyse émet du CO2. Donc, bref, il y a beaucoup d'émissions qui sont reliées à ça. Puis, le recyclé a de grands avantages. Donc, voilà pour les impacts.
quand on parle du lieu d'approvisionnement, de ce que je comprends, peut-être qu'on cherche comme réponse, c'est vraiment d'où vient le recyclé. Donc, voilà pour ça. Quelle heure est-il? 49. Bien, si vous avez une autre question, avez-vous un tableau par hasard d'une moyenne des impacts associés à chaque solution? Contenu recyclé, emballage recyclable, lieu d'approvisionnement. Ça serait le fun, hein, Elsa, d'avoir un tableau générique pour des réductions d'impact. Il y a certainement des ordres de grandeur, tu sais, mais malheureusement, puis là, vous allez dire, ben là, c'est un consultant, hein, il veut, il veut du travail. Mais en fait, c'est que la réalité, c'est que c'est assez du cas par cas. Tu sais, on peut quand même, bon, j'allais dire, j'avais en tête là, les graphiques de la barquette de protéines. Désolé d'ailleurs pour les végétaliens. Mais là, ici, on a un cas, je vais y arriver. Donc, la barquette, là, c'était de remplacer du vierge là, par du recyclé. Oui, c'est ça, du vierge par recyclé. Mais on a quand même une bonne diminution d'impact. Le recyclable en fin de vie, là, tu sais, souvent, c'est que le problème là, avec dire, OK, bien, je fais mon produit pour qu'il soit recyclable, bien, c'est que c'est une condition sine qua non de rendre un produit recyclable, mais ensuite, ça dépend du consommateur. Fait que c'est pas que si le produit est recyclé, les avantages sont moins élevés que le contenu recyclé. C'est juste qu'il n'y a pas nécessairement un contrôle. Tu ne peux pas t'assurer que le produit soit recyclé en fin de vie. Donc, en général, je dirais là, que ça peut être plus difficile à aller chercher des bénéfices environnementaux en fin de vie à cause de ça. Donc, j'essaie de relativiser les différentes actions ici. Mais oui, il y a certainement quand même des constats généraux. Il faut faire attention, hein, très généraux. Il ne faut pas dire que c'est des absolus qu'on pourrait aborder plus en détail dans la formation. J'essaie de me rappeler, Elsa, si on a ça dans la formation, mais on prend bien note. D'ailleurs, je vous invite à m'envoyer un courriel. Je suis sûr que je pourrais vous trouver là, un tableau là, qui ne me vient pas nécessairement en tête, mais je suis sûr qu'on pourrait trouver ça là, à quelque part, donner une idée. Mais si je continue, là, contenu recyclé, emballage recyclable, lieu d'approvisionnement, chose intéressante, on a souvent en tête le transport. Le transport, là, à moins qu'on parle vraiment d'extrême, si on dit, OK, mais là, j'avais un contenant en vitre et là, je prends un contenant en un Tetra Pak. Mettons qu'on prend le vin, bien, peut-être que là, ça va changer quelque chose, il va avoir un bénéfice, mais le transport est rarement la chose qui va changer grand-chose ou la place où il y a beaucoup de réduction à y avoir. Puis là, je fais une généralité, il faut faire attention, mais je dirais qu'on a beaucoup en tête, OK, si c'est local, c'est bien. Il faut faire attention, des fois, ce n'est pas parce que c'est nécessairement local que c'est bien. Environnementalement, là, je parle. Et là, j'en fais peut-être sursauter quelques-uns, mais c'est en analyse de cycle de vie, c'est ça. On voit des cas où, oui, en effet, c'est pas nécessairement l'idéal. Le mieux n'est pas nécessairement quelque chose qui est fait ici. Donc, il y a du cas par cas. Mais tout ça pour dire, qu'est-ce que je disais, je pense que tu voulais rajouter quelque chose, mais c'est que le transport, on pense que c'est très, 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 très impactant. C'est rare, puis là, je vous parle là, de 10 ans et plus d'expérience. C'est rare que c'est ça qui fait le gros de l'impact. Puis, on le voit ici, là, la barquette, là, distribution, là, c'est le gris, hein, c'est tout petit. Donc, ici, le Cascade a vraiment mis le doigt sur le bobo ici, là, je peux dire. Le contenu recyclé, bien, on a une forte réduction. Même si il y en a qui pourraient dire, ah, mais c'est encore du plastique, mais là, on parle de vierge versus recyclé.
bien, il y a une forte réduction et c'est vraiment une bonne mesure. Je voulais juste rajouter, Hugues, je pense que idéalement, dans un monde idéal, on aurait ce tableau-là, mais je pense que ça dépend beaucoup des secteurs. Dans l'agroalimentaire, les tendances qu'on va voir sont vraiment différentes que dans le cosmétique ou dans tout autre type d'industrie. Donc, il faut juste faire attention avec ces conclusions-là. Mais c'est sûr qu'il y a des tendances qu'on peut voir se dessiner par rapport au transport, la fin de vie, souvent qui va contribuer moins que l'étape de production. Donc, voilà, je voulais juste amener cette nuance. Oui, très bon point. Puis même, juste au niveau du transport, si on compare le transport par bateau versus un transport par camion, c'est un facteur 10 d'émissions GS, de gaz à effet de serre, par kilomètre. C'est vraiment un ordre de grandeur différent, sinon même plus. Donc, je peux parcourir 10 kilomètres en bateau, on va dire 1000. Bien, c'est comme si j'en avais parcouru 100 en camion. Donc, on ne peut pas juste se fier à la distance. Le type de transport va être déterminant. Puis de souvenir, je vous dis ça de souvenir, mais pour le train, qui est peut-être un petit peu moins utilisé là, pour les emballages, bien, c'est un facteur de 5, c'est à peu près. Là. Donc, 5 fois plus d'émissions par kilomètre que le bateau. Donc, oui, il faut regarder. C'est presque du cas par cas. Puis peut-être, Hugues, pour faire le pont, je pense qu'il y a une question par rapport à l'impact du transport, si tu veux la lire, qui vient d'être ajoutée. Oui, fournisseurs. Donc, il existe des fournisseurs qui offrent des solutions de PET recyclé, donc de rPET, en provenance d'Asie et d'Afrique, qui sont produits à partir de bouteilles qui se seraient retrouvées dans l'océan. On sait que ce rPET provient de beaucoup plus loin que du PET vierge ou du rPET provenant d'Amérique du Nord, mais l'histoire est intéressante à raconter du côté marketing. Quel est l'impact du transport versus la production de matière vierge dans le cas du rPET PET? Bien ça, c'est dur à écouter. Le transport va faire en sorte que le bénéfice, si je prends l'exemple ici, là, si je prends la barquette, si mettons on dit que là, le rPET provient, supposons là, que c'est un rPET qui vient du Québec, supposons. Si on considérait un PET qui vient d'Asie et ou d'Asie ou c'était quoi l'autre place? D'Afrique, on s'entend, c'est beaucoup plus de transport. Là, ça voudrait dire que le bénéfice serait moins important. Est-ce que ça annulerait les bénéfices du recyclé? Je serais très surpris. Là. Moi, je ne penserais pas, personnellement. Puis là, je me base sur mon expérience. Je ne fais pas le calcul dans ma tête direct, pas encore, en tout cas. Mais c'est ça. Je pense qu'il y aurait quand même des bénéfices. Encore là, c'est de voir, bon, c'est ça, par rapport à l'histoire à raconter autour de ça, si ça reste intéressant ou non. Mais strictement GES, là, je serais bien surpris que du PET recyclé provenant, même si ça vient de loin, que ça annule complètement les bénéfices du recyclé. Ça peut être difficile à faire passer dans l'imaginaire des gens, mais si on regarde les chiffres, hein, si on est pragmatique, bien, ça pourrait être encore un bénéfice sur l'environnement. Hugues, peut-être à moins que, disons que la production de la matière, la transformation du plastique en résine recyclée, si c'est fait à l'autre bout du monde avec de l'énergie qui est produite à partir de charbon ou autre, est-ce que tu penses que ça vient jouer dans la balance aussi? Oui, bien là, ça risque de réduire aussi le bénéfice. Encore là, est-ce que ça va complètement l'annuler? Je serais surpris. C'est sûr que ça serait intéressant de voir, est-ce qu'on serait plus à 10 de réduction? Bien là, c'est sûr. Bon, c'est peut-être moins intéressant en termes de communication, puis c'est bien sûr moins intéressant environnementalement. Mais je pense qu'il ne faut pas exclure ces options-là. Il y a bien sûr, excusez-moi, je juste regarder là. Donc, c'est sûr qu'avec la pandémie, hein, notre chaîne d'approvisionnement a été perturbée, on devrait faire les choses
localement. Donc, il y a un mouvement, je crois, là, pour le local qui n'est pas mauvais en soi, là, mais il ne faut pas exclure des approvisionnements qui ne sont pas à côté. Ça peut quand même avoir des bénéfices. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Mais il faut bien le quantifier. Je pense qu'on va... Est-ce qu'il y avait une autre? Non, OK. Bien, je pense qu'on va terminer ici. Il était 59. Fait que je vous remercie encore tout le monde pour vos questions, pour votre écoute. Puis, encore une fois, moi, c'est Hugues à commercialgroupeageco.ca et elsa.mouawad à commercialgroupeageco.ca. N'hésitez pas à poser des questions et ça va nous faire plaisir d'y répondre. Et encore une fois, je vous rappelle le cours sur l'optimisation d'emballage, développement durable et économie circulaire globale, PAC.global, section événements. Vous allez le trouver tout de suite. Donc, si vous voulez vous inscrire, on aura le plaisir de se reparler en janvier. Ça va être un petit peu plus interactif. On va pouvoir échanger plus. Là. Vous allez voir, ça va être très intéressant. Donc, merci beaucoup tout le monde. Merci. Passez une belle journée. Au revoir. Au revoir.